podcast Devenir adulte. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu particulier, le burn-out, mais plus précisément mon burn-out. Pour tout vous dire, je ne m'attendais absolument pas à faire un jour un épisode sur ce sujet, ni même en parler plus en détail. Mais il y a 10 jours, je pose une question sur Instagram pour obtenir des témoignages personnels sur le burn-out. Et au final, je me suis retrouvée avec plus de 250 messages qui me demandaient d'aborder mon burn-out. Je me dis que ce sera une belle façon pour moi de mettre des mots dessus et de passer à autre chose. J'espère également que mon témoignage pourra vous aider à y voir plus clair si vous passez également par cette phase. Avant de commencer cet épisode, je tiens à m'excuser si ma voix déraille ou si on entend que je suis essoufflée. J'en ai parlé brièvement en story sur Instagram avec vous, mais je sors de 10 jours de Covid qui ont été un peu compliqués. Et même si ça va beaucoup mieux, je pense qu'il me faudra encore quelques jours avant d'être totalement guérie. Et afin de parler de mon burn-out, il me semble important de l'évoquer en 3 parties. L'avant, le pendant et l'après. On va commencer tout de suite avec l'avant. Donc je vais commencer par vous donner un peu le contexte dans lequel je me trouvais avant cette expérience professionnelle qui m'a fait tomber en burn-out. Alors moi j'ai un bac+5, j'ai fait des études d'économie, mais je travaille dans le digital, dans la communication. Donc à la fin de mes études, j'ai été directement en auto-entrepreneur où j'ai été community manager pendant plus de 2 ans. Faut savoir que moi, mon rapport au travail, c'est que le travail est au centre de ma vie. J'adore travailler, j'ai toujours eu beaucoup de projets en même temps. Par exemple, pendant toutes mes études, j'ai eu un blog mode pendant plusieurs années, j'avais un job étudiant et en même temps, je faisais des scènes d'humour où je jouais mes sketchs. Faut savoir que je m'ennuie très vite et que j'ai besoin toujours d'être stimulée, mais le travail est essentiel dans ma vie. Après 2 ans d'entrepreneuriat, je décide de prendre un travail en entreprise car j'avais besoin de revenus fixes pour mes projets, à savoir prendre mon indépendance, avoir mon appartement. J'appréhendais beaucoup le retour au travail en entreprise que j'avais connu lors de mes stages et que je n'avais pas du tout apprécié. Je me souviens que lors de mon premier stage, j'étais assise dans le tramway sur la route du travail, je regardais tous les gens autour de moi et je me suis dit, bah non, en fait, non, c'est pas possible. Je ne fais pas autant d'études pour avoir cette vie. J'étais assise, je les voyais stressés, regarder leur téléphone, et je me suis dit, mais non, en fait, je veux pas faire ça. Mais là, il fallait que je l'accepte, il me fallait un revenu fixe, alors je devais prendre un travail en entreprise. D'abord, je trouve un CDD de 6 mois en tant que community manager et je tombe sur un management catastrophique, donc au bout de 3 semaines, je démissionne. Franchement, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été horrible. Je travaillais au sous-sol du Subway au milieu des sandwichs avec les canalisations bouchées. Imaginez l'odeur, imaginez l'ambiance. J'ai travaillé pendant 3 semaines non-stop, c'est-à-dire que je travaillais également les week-ends. Les soirs, je travaillais de 6 heures à minuit. Je recevais des SMS de ma boss à 23 heures. Bref, horrible. Je suis partie et quand je suis partie, il m'a dit je trouverai un stagiaire qui fera ton travail, c'est pas grave. Alors déjà que j'étais pas ravie de reprendre un travail, je tombe sur cette expérience, je me dis oh là là, quelle horreur. Mais bon, je décide de persévérer et je continue de postuler pour trouver un autre travail et je tombe sur un poste de community manager dans une très grande entreprise que j'ai intégré du coup courant 2019. Faut savoir que j'étais très très étonnée d'être prise parce que les RH n'aiment pas beaucoup mon profil du fait que je sois auto-entrepreneur, du fait que j'ai plusieurs activités en même temps, etc. Donc j'étais très étonnée que mon profil passe. Et en même temps, j'étais ravie parce que c'est exactement ce que je voulais. C'était une grande entreprise, j'avais des bons avantages et en fait, vous voyez, c'est bizarre parce que cette entreprise, quand j'étais à la fac, je l'avais citée comme les entreprises de mes rêves. Je m'en souviens toujours qu'à mon entretien, j'avais demandé où était situé mon bureau. J'étais tellement traumatisée de travailler au milieu des sandwichs que j'avais directement dit je peux voir mon bureau s'il vous plaît. Donc j'étais ravie, mais au final, quelle grave erreur, vu que 3 ans plus tard, je me suis retrouvée en burn-out. Les choses qui m'ont interpellée quand j'ai intégré cette entreprise et ce poste, c'est qu'il y avait beaucoup de clans entre les collègues, de jalousie entre les différents pôles, et on m'a directement mis dans le bain en m'expliquant tout ça et en me disant que aucun community manager ne restait à ce poste. La première année, j'avais un manager qui était excellent. Franchement, je l'adorais. Jusqu'ici, ça a été le meilleur manager que j'ai pu avoir de ma vie.
Alors quand, au bout d'un an, il m'a annoncé qu'il partait, j'étais extrêmement triste. Je lui disais que c'était pas possible, qu'il pouvait pas me laisser et que de toute façon je n'arriverais pas sans lui. Ensuite, au même moment est arrivée une chose inattendue pour tous, le Covid. Il faut savoir également que moi, je suis une personne à risque. Donc, en fait, que pendant le confinement, j'étais en télétravail à 100%, mais aussi, en fait, après, j'ai pu conserver mon télétravail. Et au même moment, du coup, mon manager part. C'était le confinement, je m'en souviendrai toujours. On a fait son pot de départ en visio. C'était marrant. À son départ, je me retrouve toute seule dans le pôle. Et 2 mois plus tard, on m'annonce qu'on m'a trouvé une nouvelle manager. Il me semble que c'était en juin 2020. Mais pour moi, en fait, avoir un manager, c'était un soulagement parce que au final, eh ben, j'allais pouvoir moins travailler, enfin, avoir moins de pression sur mes épaules puisqu'elle allait être là. Et c'est donc le 10 janvier 2022 que je suis mise en arrêt de travail pour burn-out. En réalité, ça faisait 6 mois que mon médecin traitant voulait me mettre en arrêt et que moi je refusais. Alors comment on en arrive à cette situation? Je vais t'expliquer. Au moment où ma manager est arrivée, au début moi j'étais très heureuse, mais il faut savoir que dans notre relation, j'ai tout de suite senti de la rivalité. À aucun moment je me suis sentie soutenue, elle avait toujours quelque chose à redire et je me suis dit, je m'en souviens qu'au tout début je me disais, mais elle vient d'arriver, pourquoi elle veut autant s'imposer? Il faut d'abord qu'elle l'observe et qu'elle fasse les changements au fur et à mesure. Elle est arrivée et elle m'a dit, OK, ça ne va pas, tu vas changer ça, alors qu'elle ne me connaissait pas. Elle me donnait beaucoup, beaucoup d'ordres et de tous ces ordres, à chaque fois quand j'étais pas d'accord, je lui disais et elle me faisait comprendre que non, je n'avais rien à dire et que je devais faire ce qu'elle voulait. Et donc, au fur et à mesure que notre relation évoluait, elle me donnait des ordres. Il fallait à chaque fois que je fasse comme elle voulait, à sa façon. Je n'avais absolument pas mon mot à dire. Elle me cassait, elle m'humiliait. Moi, au fil des semaines, je perdais confiance en moi. J'avais une pression constante parce qu'elle voulait absolument me faire revenir au bureau alors que mon médecin traitant avait ordonné le télétravail à 100%. Et j'étais tellement lassée de toujours devoir me justifier sur mon télétravail qu'à un moment, je lui ai dit, bah écoute, si tu n'es pas d'accord avec mon télétravail, c'est pas grave, je vais prendre rendez-vous là avec la médecine du travail. Et comme ça, en fait, tu auras son papier qui prouvera bien que je suis dans mes droits et t'arrêteras en fait d'à chaque fois me mettre une pression constante. Donc je l'ai fait, j'ai pris rendez-vous, on m'a donné mon télétravail à 100%. Et une semaine plus tard, elle m'appelle et elle me dit, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je viens de recevoir un appel de la médecine du travail? Je lui ai dit, mais en fait, je t'avais prévenu la semaine dernière que j'allais prendre rendez-vous parce que j'étais lassée. Et elle m'a dit, mais en fait, je t'ai jamais cru capable. Et je m'en souviens qu'elle s'était énervée au téléphone alors que je l'avais prévenue. Et donc, c'est à partir de ce moment, ça a été encore plus compliqué dans nos rapports. Ça a continué sur des reproches. Ça a continué également que moi, j'étais community manager. Elle faisait appel à d'autres agences de community management en disant, refaites-moi tout le community management parce que faut que vous me disiez tous les défauts, etc. Parce que bah, ma community manager ne s'y connaît pas. Excusez-moi, c'est mon métier, mais je m'y connais pas. Et du coup, en fait, à chaque fois, moi, dans ma tête, ça disait, mais est-ce que je suis nulle? Est-ce que peut-être que j'ai pas les compétences? Peut-être que c'est vrai. En fait, à force, elle me mangeait le cerveau. Ça continue également sur le fait qu'elle refusait mes RTT, elle refusait mes demandes de congé. Également, mes feuilles de planning, en fait, comme je travaillais également le soir, je faisais des heures supplémentaires, je travaillais parfois le week-end, alors que dans mon contrat de travail, il n'était pas inscrit que je travaillais le week-end. Du coup, en fait, la gestionnaire de planning, elle devait bah, modifier mes horaires, trafiquer, on trichait pour que ça rentre et qu'on s'en aperçoive pas. J'étais fatiguée. En fait, même quand on avait des réunions, eh ben, je faisais plus d'efforts parce que je me disais, mais en fait, pourquoi je vais travailler une réunion, sachant que je vais avoir des reproches dessus? Donc, autant que j'en fasse le minimum. Sauf que, comme je vous l'ai dit, moi, le travail, c'est ultra important dans ma vie. Et du coup, quand je fais les choses, c'est soit je les fais bien, soit je les fais pas. Donc, en fait, j'étais encore plus lassée. Je me battais pour que des projets sortent, mais j'avais toujours les mêmes réponses. C'est pas le moment. Je vais pas te mettre du budget. On va faire appel à une agence parce que eux, au moins, ils feront mieux que toi. L'idée vient de qui? Si elle vient de toi, eh ben non, il faut que l'idée vienne de l'agence. Eux, au moins, ils vont faire du bon travail. Et à chaque fois, du coup, je commençais à me dire, mais c'est pas possible, ça peut pas être mon quotidien. 2 événements qui m'ont marqué. Il y a déjà, au mois de novembre, j'en pouvais plus. J'ai été mise en arrêt pendant 2 semaines, tellement j'étais fatiguée. Quand je suis revenue de mon arrêt, elle m'a dit: «Alors c'est bon, ta rupture est passée?» Je m'en souviens que mes collègues, ils sont venus me voir, ils m'ont dit: «Soraya, je savais même pas que t'avais un mec».
Moi-même, j'étais pas au courant que j'avais un mec et que j'étais en rupture. Je me dis: «Mais elle le fait exprès ou ça se passe comment?» Un autre fait très marquant, c'est que moi, je lui avais dit qu'au mois de décembre, j'avais, un rendez-vous médical une matinée et que je ne pouvais pas le décaler. Ça faisait 6 mois qu'il était là et tout simplement, bah, elle m'a refusé mon jour de congé et elle m'a dit: «Moi, je te veux au bureau parce que je serai en congé et que tu dois être là». Je lui ai expliqué par 10 000 moyens que non, ce n'était pas possible, je ne pouvais pas rater ce rendez-vous et que même s'il fallait mettre un sans solde, je mettais un sans solde. Elle n'a rien voulu savoir. Ce qui fait que j'ai dû faire appel à ma N+2 pour avoir cette matinée. Au fur et à mesure, je décalais mon réveil, c'est-à-dire que mon réveil, comme j'étais en télétravail, normalement il sonnait à 8 heures pour être devant mon ordinateur à 9 heures. Il sonnait à 8 heures, je le remettais à 8h15, 8h30, ensuite je le mettais à 8h45. Je me levais à 8h55 et je me douchais que le midi. Il y a un moment tellement, en fait, je ne voulais pas me lever. J'étais fatiguée, je me disais, non, je peux pas me lever et quel reproche je vais encore subir. Et il y a un deuxième fait qui m'a marqué, c'est qu'elle a demandé à que je repasse la médecine du travail au mois de novembre pour mon télétravail. J'ai passé la médecine du travail, ils m'ont redonné pendant 6 mois mon télétravail. Et la veille de ses vacances, au mois de décembre, elle m'appelle et elle me dit: «Écoute Soraya, je viens de recevoir un appel de la médecine du travail, tu as un rendez-vous fin janvier puisque, ils veulent te revoir pour ton télétravail». Donc moi je lui explique que c'est pas possible, qu'on a convenu que c'était ça pendant 6 mois et que pendant 6 mois je ne les voyais pas. Donc je comprends pas pourquoi d'un seul coup je dois les revoir. Elle me dit: «Ah mais j'en sais pas plus, moi on m'a appelé, il faut absolument que tu ailles à ce rendez-vous, il est obligatoire». Je raccroche et je me pose plein de questions. Je me dis: «Mais c'est tellement bizarre, enfin, ils ont mon dossier médical, sachant que je repassais en fait des examens médicaux en janvier, donc pourquoi on me revoyait fin janvier?» Et en fait, le piège va se refermer sur elle-même parce que retenez bien que du coup, j'ai un rendez-vous fin janvier. En décembre, j'appelle la médecine du travail, je leur ai dit: «Écoutez, je comprends pas, ma manager vient de m'appeler et vient de me dire que j'avais un rendez-vous avec vous puisque je dois vous revoir pour mon télétravail». Je vous assure, la médecine du travail a éclaté de rire. Elle m'a dit: «Elle vous a vraiment dit ça?» Je dis: «Bah oui, je comprends pas en fait, alors que je vous ai vu il y a à peine un mois, pourquoi d'un seul coup ça va changer? Il y a eu des nouvelles règles et tout». Elle me dit: «Non, non, mais en fait, c'est elle qui nous a appelés puisqu'elle refuse votre télétravail et donc elle veut qu'on revienne sur notre décision et qu'on réétudie votre dossier. Mais ce rendez-vous vient d'elle, pas de nous». Mais en fait, contre quoi je me bats? Parce que je me bats pour faire mon travail, mais alors que si je le fais ou je le fais pas, j'ai le même salaire à la fin du mois, en fait. Mais mon quotidien, ça ne peut pas être de me battre avec ma manager, alors qu'en fait, on a le même objectif qui est de faire avancer les projets dans le digital pour l'entreprise. Donc franchement, j'étais fatiguée et je me suis dit, écoute Soraya, dernière option, tu vas réserver des vacances à Barcelone, parce que pour moi, Barcelone, c'est la ville que j'adore. C'est là où je peux décrocher, reprendre des forces. Je vais passer le nouvel an là-bas. Je vais revenir début janvier en forme, mais là, je suis trop épuisée. Je pars donc faire le nouvel an à Barcelone et au lieu de profiter, je décompte les jours qui vont me faire revenir au travail. Je me souviendrai toujours le dernier jour quand je suis à l'aéroport pour mon vol retour. J'envoyais des textos à mes amis en disant: c'est pas possible, je ne peux pas être de retour au bureau demain. Je n'ai pas vu la semaine passée, je n'ai pas déconnecté, je ne suis pas reposée. Non, je ne veux pas. Le lendemain matin, mon réveil sonne, je l'éteins, il sonne en rappel jusque 9 heures, l'heure à laquelle je dois commencer à travailler. Je me pose devant mon ordi, mais je suis en mode pilote automatique. Alors, évidemment, c'est le jour de l'an, donc tout le monde fait semblant de s'aimer et s'envoie leurs meilleurs vœux. Moi, j'arrive pas à être hypocrite, je l'envoie aux collègues que j'apprécie. Et en fin de journée, je reçois un long message pour me souhaiter une bonne année de la part de ma manager. Je me dis, waouh, c'est gentil. Elle prend peut-être des résolutions et elle se dit, bon, je vais faire un pas vers elle. 5 minutes plus tard, après ce message, elle me dit, au fait, t'en es où dans tel projet? Je reviens de vacances en fait. J'ai pas pu traiter tous mes mails. Il faut savoir que quand je pars en vacances une semaine, j'avais entre 500 et 600 mails. Je lis le message, je ris, je ferme mon ordi. Il est 18 heures pile. Vu le traitement que j'ai, je ne vais pas travailler une minute de plus, c'est mort. J'ai subi absolument toute la semaine en mode pilote automatique. Je ne peux même pas te dire en fait sur quel projet je travaillais ni rien, tellement pour moi c'était des tâches que je faisais, hop, je dois faire ça, je dois répondre à tel message, je dois faire ça. Mais je n'avais aucune envie, aucun intérêt pour ce que je faisais. Alors, le 10 janvier, j'avais rendez-vous chez le médecin à 13 heures et c'était un rendez-vous avec mon médecin traitant au sujet de mon endométriose, pas du tout au sujet de ce burn-out. On est le 10 janvier, il est 9 heures.
Et déjà, j'ai une réunion, en fait, elle m'avait mis exprès, vu que j'étais en télétravail, j'avais une réunion avec elle tous les vendredis soirs et tous les lundis matins pour m'espionner, évidemment. Aussi, je tiens à préciser, elle était au courant de tout. Je lui disais absolument tout ce que je ressentais. Je lui disais que j'en avais marre de comment elle me traitait, que moi, c'était pas une façon de faire, c'est pas comme ça que je voyais une relation avec un manager. Je lui disais également, il est écrit sur mon entretien annuel, je me souviens, au bord du burn-out. Je lui ai expliqué que c'était pas possible, pourquoi des fois c'est moi qui reprenais son travail alors que je suis pas manager, donc pour moi, pourquoi c'est à moi de le reprendre. Enfin, vraiment, elle était au courant de tout, le dialogue, et j'ai essayé d'instaurer le dialogue pendant plus d'1 an. Donc, à 9 heures, juste avant mon rendez-vous, elle me fait du coup la réunion du lundi qui est totalement inutile et qui me cassait la tête, mais elle le mettait bien à 9 heures pour avoir la preuve que j'étais devant mon ordinateur. Et j'apprends qu'il va avoir un changement de bureau et elle, j'apprends également par des collègues qu'elle a demandé à avoir un bureau avec vue sur mon bureau et sur mon écran d'ordinateur. Là, je pense que ça a été la goutte d'eau. Je me suis dit, janvier, les résolutions, je peux pas vivre comme ça. Enfin, il y a un moment, il va falloir que je trouve un autre métier, mais pourquoi en fait, ça serait à moi de partir? Alors que le problème, c'est elle. Et pourquoi ma N+2 n'intervient pas? Parce que pour moi, ma N+2 est au courant. Spoiler, je vais vous dire, c'est qu'il n'y avait même pas que ma N+2 qui était au courant, il y avait carrément tous les collègues, tous les managers. Mais ça, je l'ai appris 1 an plus tard. Je vous l'explique un peu plus tard dans l'épisode. Donc, j'ai rendez-vous chez mon médecin traitant et elle me dit, oh là là, Soraya, je vois que ça ne va pas du tout. Est-ce que c'est ta manager qui t'embête encore? Donc, je lui dis, bah oui, en fait, là, j'en peux plus. Franchement, début d'année, je pensais que ça allait changer. Je reviens de vacances, mais pas du tout. Et elle me dit comment elle va faire pour comprendre qu'il faut qu'elle te laisse tranquille. Et je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Là, je prends conscience que cette phrase que j'ai sortie est très très grave, mais je lui dis, peut-être quand elle aura mon suicide sur la conscience, eh ben, elle va comprendre. Cette phrase est très très grave. Je la mesure, je mesure le poids des mots maintenant. Sur le coup, je lui ai sorti un non mais je plaisante, hein, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, je plaisante. J'étais tellement à bout, mais je m'en rendais pas compte en fait. Et donc là, mon médecin me dit, tu vas fermer ton ordinateur, tu vas me prendre 2 semaines de repos, on se revoit dans 2 semaines, je te remets un rendez-vous tout de suite. Mais je veux que tu te reposes et que tu ne penses plus du tout à l'entreprise. Tu ne leur réponds plus. Si tu envoies des SMS, tu ne réponds pas. Si tu envoies des mails, tu ne réponds pas. Tu fermes cet ordinateur, tu le ranges. Il ne faut pas qu'il soit à ta vue. Là, je me suis dit, waouh, il y a peut-être un problème, mais sur le coup, je ne comprends toujours pas en fait que vraiment j'étais en burn-out. Tout ce que je sais, c'est que pendant ces 2 semaines, c'est simple, je vais faire que dormir. J'étais mentalement, physiquement épuisée. Je ruminais beaucoup, je culpabilisais et surtout, je me sentais nulle, frustrée, humiliée. J'avais un mélange de colère et de tristesse en moi et ce qui me faisait peur, c'est que cette sensation, je ne l'avais jamais ressentie de ma vie. C'est-à-dire que je ne savais même pas comment l'apprivoiser, comment changer ça. Je découvrais en fait cette émotion, cette sensation. J'étais mais tellement en colère, tellement triste, tellement fatiguée, je pouvais rien faire. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je n'ai jamais voulu avoir honte du mot burn-out. C'est-à-dire que si on me dit que j'ai un burn-out, bah ok, j'ai un burn-out. C'était difficile pour moi à ce moment-là de l'assimiler, parce que je comprenais pas en fait ce que je vivais. Au bout de mes 15 jours d'arrêt, je demande de prolonger d'1 semaine, parce que je me dis, on m'a toujours dit que pour un vrai repos, il faut avoir 21 jours, donc je fais 3 semaines, et après je vais reprendre le travail. Je voulais reprendre le travail parce que si je ne le reprenais pas, je n'allais jamais le reprendre. Donc au bout de 3 semaines, je décide de reprendre le travail. Et souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé en décembre? En décembre, ma manager avait demandé un rendez-vous à la médecine du travail pour mon télétravail. Et il s'avère que le jour où je reprends, c'est le jour de mon rendez-vous avec la médecine du travail. Et que son piège va se refermer sur elle-même. Puisque du coup, je reprends la matinée, je vais au rendez-vous avec la médecine du travail, j'explique un peu tout ce qui se passe. Non seulement il va refuser de m'enlever le télétravail, mais il va refuser tout court que je reprenne le travail. Donc en fait, il a décidé de prolonger mon arrêt de travail et il m'a dit qu'il fallait absolument que je me repose. Je lui dis, mais si vous me faites ça, vous savez, vous comme moi, qu'il n'y aura jamais de retour au travail.
Et il m'a dit un truc du style, «Chaque chose en son temps, de toute façon, on m'accompagnera au mieux, mais qu'il faut absolument que je me repose». Je voyais environ mon médecin traitant toutes les 2 semaines pour prolonger ou non mon arrêt de travail, mais surtout pour voir en fait, mon évolution, si je vais mieux ou non. Ensuite, on va le mettre à tous les mois. Tout simplement parce que quand, on me mettait en arrêt de travail, mon stress partait, j'allais mieux et quand, venait la fin de mon arrêt de travail, je recommençais à angoisser, faire des crises d'angoisse, stresser, insomnie, peur et cetera. Du coup, au début, c'était tous les 15 jours, mais au final, en fait, on l'a fait tous les mois, par la suite. Et en même temps, en fait, je me dis que ça ne va vraiment pas, que j'ai besoin d'en parler à quelqu'un qui ne va pas me juger. J'ai besoin de comprendre certaines choses, donc je décide de consulter un psychologue. Fin du mois de janvier, j'ai mon premier rendez-vous avec elle. J'ai l'impression que la séance, elle a duré 10 minutes. Ressenti au niveau des larmes et des émotions, 5 années. C'est-à-dire que j'ai fait que pleurer, pleurer, pleurer. Je sortais des brides de ma vie en pleurant. Elle me demandait pourquoi je pleurais, je ne savais même pas lui répondre. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es en colère? Et je lui dis, mais en fait, j'ai jamais compris mes émotions. Dans ma vie, j'ai un très gros problème, je garde toutes mes émotions pour moi. Enfin, ma seule façon, en fait, de les évacuer, c'est d'écrire. Mais à part ça, sinon, je ne les exprime verbalement jamais, absolument jamais. Mes émotions, je les cache. Je me cache pour pleurer, je me cache sous un grand sourire au quotidien, mais sinon, mes émotions, c'est un gros problème dans ma vie. J'ai appris ça à plus de 30 ans. Dire réellement ce que je ressentais. Je ne savais pas du tout le faire. Donc, la situation est quand même assez grave selon ma psy et elle décide du coup qu'on se voit à un rythme de 2 fois par semaine. C'est énorme, hein, maintenant que j'y repense, parce que là, je la vois une fois tous les 2 mois environ. Mes premières semaines d'arrêt, ils se résument à pleurer, dormir, rester assis sur mon canapé, pleurer, me dire que je suis nulle, me demander ce que je vais devenir, me sentir inutile, pleurer, voir la psy, pleurer, me remettre en question, pleurer, avoir peur de l'avenir, pleurer, me dire que ma vie est foutue. J'étais dans cette spirale, c'était mon quotidien. Moi qui n'avais jamais su comment me reposer, qui était toujours en mouvement, le matin, je n'arrivais même pas à sortir du lit ni à me doucher. C'est-à-dire que je sortais de mon lit vers 12h30. Au bout de 3-4 séances avec la psy, je lui pose des questions qui pour moi étaient primordiales. C'était: je veux absolument comprendre pourquoi le travail a autant d'importance dans ma vie. Pourquoi ça faisait 6 mois qu'on voulait me mettre en arrêt et que je refusais alors que c'était pour mon bien? Qu'est-ce que je vais devenir? Dans combien de temps j'irai mieux? Mais expliquez-moi pourquoi le travail est au centre de ma vie. La psy, elle m'a beaucoup appris à écouter mes émotions, à apprendre à me faire passer avant les autres. J'ai appris que mon bien-être a d'autant plus d'importance que celui des autres, qu'il faut plus d'indulgence envers moi-même et surtout que c'est pas parce que pendant 6 mois ou 1 an, je suis pas bien que, j'ai gâché toute ma vie. Pas du tout. On a des périodes où on est moins bien. La vie n'est pas linéaire et du coup, il faut que j'accepte, en fait, de prendre ce temps pour aller mieux. Janvier, février, mars, avril, c'est simple, j'enchaîne les séances chez la psy dans cet état. Je ne prends aucun plaisir dans ma vie, je fais que pleurer, je suis inutile et surtout, après le mois d'avril, il y a eu 2 petites choses, c'est que déjà, mon salaire n'est pas maintenu, donc financièrement, je m'inquiète. J'ai des collègues qui m'appellent et qui m'appellent toutes les semaines et qui me rapportent tout ce qui se dit sur moi dans l'entreprise. Mais est-ce que j'ai besoin d'entendre tout ça? Pas vraiment. Et parfois, ils vont très loin, ils vont même dire, «Mais si tu savais tout ce qu'on te traite, mais si tu savais tout ce que j'entends, si tu savais, à chaque fois j'entends ton prénom dans le couloir, mais c'est dingue, et à chaque fois on te traite, à chaque fois il y a une insulte. Est-ce que vous croyez vraiment que je suis en train de m'inquiéter pour ce que les collègues pensent de moi?» Moi, la seule chose que je veux, c'est retrouver ma joie de vivre. Et avril, c'est le moment surtout où je croise une collègue en sortant d'un concert. Je prends le tramway, je tombe sur une collègue, elle me parle et moi je lui réponds brièvement, c'est-à-dire que je commence pas à étaler ma vie et tout. T'es en arrêt de travail, oui. Tu vas bien, oui. Tu reviens quand? Je ne sais pas. Point. Voilà. J'apprends donc que le lundi au bureau, elle va dire à tout le monde qu'elle m'a vu avec un grand sourire, que j'allais super bien et que je me moquais de tout le monde avec mon arrêt de travail, que j'avais pas du tout l'air malade et que du coup c'était honteux que elle reprenne tout mon travail alors que j'allais bien. Je me souviens même plus précisément de ses propos parce qu'en plus déjà on me les a rapportés, mais en plus déjà je me suis dit pourquoi on me rapporte ça? J'avais absolument pas besoin de le savoir et en plus, mais qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Enfin la question c'est déjà pourquoi c'est toi qui reprends mon travail?
Déjà, pose-toi cette question et après, tu pourras te plaindre que ce soit en arrêt de travail. Surtout, rappelons-le que la médecine du travail, mon médecin traitant, ma psy, tous les trois m'ont dit de prendre des vacances. Je me souviens toujours que quand je leur ai dit mais qu'est-ce que je vais faire et tout, moi je vais m'ennuyer et tout, ils m'ont dit mais partez en vacances, hein. Vraiment, Soraya, partez en vacances, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous. Et vraiment, quand on est en burn-out, on nous encourage à sortir. On va nous encourager à juste aller à 10 minutes de chez nous, mais à pied ou même à prendre un avion et tout. Ils nous disent, on doit retrouver le goût de la vie. Donc je commence à m'inquiéter pour mon salaire. Je commence à prendre en considération tout ce que me disent mes collègues, tout ce qu'on est en train de me rapporter et tout, alors que déjà je ne vais pas bien. Donc mon salaire est passé de moitié en mai, je demande une rupture conventionnelle et on me dit, si vous voulez quitter l'entreprise, démissionnez, mais il n'y aura aucune rupture conventionnelle. Donc je leur ai dit, mais vous préférez que j'enchaîne les arrêts de travail au lieu que, hop, on signe un contrat, je me barre et puis basta, en fait, vous n'entendez plus parler de moi. Et ils m'ont répondu, mais mettez-vous en arrêt autant de temps que vous voulez, on s'en fout. Mi-mai, il y a une autre difficulté qui arrive, c'est que mon papa fait un infarctus. Donc, bah, déjà que le moral était à zéro et du jour au lendemain, ma vie bascule puisque, bah, du jour au lendemain, tu vois ton papa entre la vie et la mort, tu le vois avec des tuyaux, partout branchés, à l'hôpital et donc moralement et ben, ça fait encore un sacré coup. Alors rassurez-vous, il s'en est sorti. Mais je me souviens que les séances chez la psy qui ont suivi ont été d'autant plus compliquées et au moment-là, elle me dit: «Écoutez, le mieux, c'est peut-être que vous alliez voir un psychiatre et parce qu'il va vous falloir des antidépresseurs. Là, je m'inquiète beaucoup pour vous parce que vous n'avez plus de stabilité mentale, vous n'avez pas de stabilité financière puisqu'on me coupe mon salaire et on refuse ma rupture conventionnelle. Au niveau familial, bah, du coup, je vis une épreuve supplémentaire avec mon papa et donc ça commence à faire vraiment beaucoup, sachant que je passe mes journées entières assise sur mon canapé à pleurer et à me dire que ma vie est foutue. Donc là, ça commence à être très difficile et je me dis, le mois de mai, ça a été le plus difficile, il ne m'arrivera pas pire. Et ben, j'étais pas prête pour le mois de juin. Là, j'en ris, mais croyez-moi, sur le coup, je n'en riais pas du tout. On arrive aux 6 mois d'arrêt. Et donc, en fait, au bout de 6 mois d'arrêt, on a rendez-vous avec la sécurité sociale pour savoir si on continue de nous payer ou non notre arrêt de travail. Sachant que moi, il y a toujours le truc où on m'a coupé la moitié de mon salaire et que lorsque je demande des explications, personne ne sait m'en donner. Et du coup, je vois la psy et la psy, elle me dit, écoute, maintenant, il faut que tu avances. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas postuler dans plein d'entreprises, à chaque fois qu'il y a un poste qui est intéressant et même s'il ne t'intéresse pas à 100%, tu vas juste postuler. Parce que tu postules, tu vas au fur et à mesure, soit on va te rappeler pour un entretien, soit tu décides ou non de passer l'entretien, soit on va peut-être te proposer un poste, tu décides ou non de prendre ce poste. Mais au fur et à mesure, tu vas retrouver confiance en toi. Donc, je commence à postuler, je commence à faire mon CV, à postuler, et ça s'enchaîne extrêmement vite. C'est-à-dire que dans la semaine, j'obtiens des entretiens d'embauche, je me souviens même qu'il y a une entreprise, j'ai envoyé mon CV, elle m'a envoyé un SMS avec «On se tient à votre disposition pour vous rencontrer immédiatement» et cetera. Ça faisait 10 minutes que j'avais envoyé mon CV. Donc je commence à passer plusieurs entretiens, les entretiens se passent bien. On m'a également proposé des postes que j'ai refusés parce que en fait, je ne me sentais pas du tout de retourner directement en entreprise. Que là, je retrouvais confiance en moi en me disant: «OK Soraya, t'es pas démodée, t'es pas nulle, t'es encore à la page. On a voulu te faire croire que, ce métier n'était pas fait pour toi, mais en fait, tu vois bien que, les entreprises sont intéressées par ton CV, que tu arrives à les convaincre. Donc ça va mieux». Mais en même temps, je suis découragée de retourner dans une entreprise, de me dire que potentiellement je peux retrouver un manager, que potentiellement je peux revivre tout ça. Donc c'est pas le moment pour moi de signer un contrat. Et pour ma psy, elle me dira que il y en a qui sont juste au stade de j'envoie un CV et c'est tout. Ou il y en a, ils sont au stade de je fais mon CV et je ne l'envoie pas. Moi, on est quand même au stade où j'ai passé plusieurs entretiens. En juin, bah, je suis lassée en fait. Je me dis: «Soraya, tu vas te reprendre en main, j'en ai marre de cette situation, je veux retrouver ma joie de vivre» et du coup, ma psy me demande de faire une activité par jour pour m'aider à aller mieux. Je me prends au jeu, je commence à créer un compte Instagram, un compte TikTok et je me dis: «Ça y est, je vais faire une activité manuelle par jour». Donc c'est-à-dire que je crée mon dentifrice, je fais des bougies, je fais, des bijoux en perles, je fais du coloriage, je fais des peintures. Je teste
tout ce qui est possible et inimaginable. Et ça fonctionne parce que le matin, je me réveille en ayant hâte de tester une nouvelle activité. Au fur et à mesure, je me dis, c'est bon, on y arrive, je vais mieux. Mi-juin, je croise par hasard un collègue et tout va s'écrouler. Tous les efforts que j'avais faits ou toute la bonne volonté que j'avais mise. Alors, je crois ce collègue n'était plus dans l'entreprise au moment-là. Et il me dit ah, c'est marrant, j'ai eu des nouvelles de toi il y a pas longtemps. De toute façon, moi, j'avais prévenu tout le monde que tu allais finir dans cet état. Et donc, ce collègue va m'expliquer pendant 10-15 minutes à quel point tous les managers étaient au courant de ce que me faisait subir ma manager et qu'il avait demandé à ma N+2 à intervenir à plusieurs reprises et que ma N+2 a refusé en disant moi je m'en mêle pas, elle se débrouille. On m'a averti également qu'on m'a fait signer un contrat sous la pression en me disant que, en fait je vous explique, nous au bout d'un an, normalement on a une augmentation qui se fait automatiquement. Moi au bout d'un an, comme par hasard, on me l'avait refusé parce que je n'avais pas de manager. Au bout de 2 ans, normalement, ça se fait automatiquement. Et on me dit, écoute, Soraya, tu dois venir au bureau, tu dois signer absolument un contrat. Et si tu ne viens pas au bureau là, dans les 2 heures où je suis là, ton augmentation, elle sera prise en compte que dans 3 mois. Donc vraiment, il faut que tu viennes signer ce contrat. Et moi, j'étais là, mais on m'a dit que ça se faisait automatiquement, que j'ai pas signé de contrat, c'est pas normal. On me dit, si, c'est la nouvelle règle, etc. Je vais au bureau, on me prend 5 minutes de mon temps sur un coin de table, on me dit tiens, signe cette feuille, je la signe, je me dis c'est bon, je vais avoir mon augmentation. En fait, sur ce contrat, effectivement, personne n'a eu à signer de contrat pour avoir son augmentation qui était automatique. Et du coup, sur le contrat, on avait changé toutes les conditions. C'est-à-dire qu'on m'avait mis, par exemple, je vous avais dit, moi, j'ai travaillé pendant plus de 2 ans le week-end, alors qu'il n'était pas écrit dans mon contrat. Mais une fois que j'ai signé ce contrat, on avait mis travaillera le week-end. Franchement, là, j'y repense, c'est une dinguerie quand même. Je me dis, waouh. Donc en fait, ça s'appelle de la manipulation. Apparemment, lors des réunions, ce collègue me dit que, bah en fait, ma manager faisait que me traiter, qu'elle disait que j'étais bonne à rien, qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'avais été embauchée, que de toute façon, elle n'y connaissait pas, elle ne connaissait rien du tout au community management. Donc en fait, elle pouvait pas me manager. Et je pense que c'est ça qui l'a saoulée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, elle me disait, oui, sur les réseaux sociaux, tu vas faire ça, ça et ça. Et je lui dis, mais en fait, cette option n'existe pas sur les réseaux sociaux. Et elle me dit, bah, tu vas me l'inventer. Mais je vais pas appeler Mark Zuckerberg pour te dire, écoute, sur Facebook, tu vas me faire cette option. Enfin, c'est pas possible. J'en apprends tellement. Je vous assure que mon corps entier tremblait. Quand ce collègue me racontait tout ce qui se passait, moi, dans ma tête, je me refais toutes les scènes, tout ce que j'ai vécu, et tout se remet en place. Et là, je me dis, ok Soraya, t'as pas été folle, ta manager c'est bien foutu de ta gueule. Pendant que ce collègue me raconte tout ça, à côté de moi, il y a ma maman, et ma maman me regarde et me dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était si grave? Et je lui ai dit, mais en fait, je crois que ma naïveté n'a pas voulu le remarquer. Moi, mon problème, c'est comme je sais que je ne ferai jamais de mal à une personne, je me dis qu'en retour, on me fera jamais de mal. C'est con. Je sais que c'est con. Et donc, vous voyez tout ce que je vous ai dit, que j'allais mieux, que je faisais une activité par jour, que je retrouvais le sourire. Après la rencontre avec ce collègue, la semaine qui a suivi a été la plus terrible. Je pleurais de nouveau tous les jours, je suis passée aux antidépresseurs et je me répétais toutes les scènes, je revoyais tout ça et je me disais, c'est pas possible. Comment ça se fait que les collègues étaient au courant de tout ce qui se passait et qui n'ont pas réagi? C'est-à-dire que même parfois, moi, j'allais voir des collègues en disant, mais c'est bizarre, enfin, j'ai l'impression que ma manager, elle est comme ça, mais c'est pas possible, pourquoi elle fonctionne comme ça avec moi? Ils étaient au courant de tout, en fait. On se foutait de ma gueule. Donc en plus, moi qui avais espacé mes séances chez la psy, bah en fait, je suis obligée de reprendre un rythme de 2 fois par semaine parce que vraiment, ça n'allait pas. C'est-à-dire que ça n'allait tellement pas que quand je voyais le logo de l'entreprise pour laquelle je travaillais dans la rue, je me mettais à pleurer, mais pas pleurer, verser une larme. C'est-à-dire que je m'effondrais dans la rue tellement ça n'allait pas. Mais juste à la vue du logo, que je ne pouvais même pas reprendre le tramway vers la direction du travail parce que je me disais, mais c'est pas possible, en fait, je vais retourner au travail. Ben, il faut savoir que l'entourage est très très important dans un burn-out. Moi, j'ai une chance énorme, c'est que j'ai toujours été très bien entourée dans ma vie et que mes amis
ont tout de suite compris quand je leur ai dit: «Je suis en burn-out». Ils m'ont dit: «Bah oui, repose-toi». Enfin, ils ont été mais adorables avec moi. Ils ont essayé de me faire sortir, vraiment, j'ai rien à dire. Ma famille, pareil. Mon père, ça a été beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est surtout une différence enfin je pense, c'est surtout une différence de génération. J'en ai beaucoup parlé avec ma psy parce que en plus, du coup, mon père, lui, il n'acceptait pas le burn-out. Il pensait que, bah, je faisais un caprice. Mais en plus, le fait que, il ait fait un infarctus, moi je me disais: «Je suis en train de décevoir mon père». C'est-à-dire que mon père déjà, il pense que je fais des caprices en n'allant pas au travail. Si, j'étais amenée à le perdre, c'est-à-dire qu'il va se dire: «Ma fille fait des caprices et ne veut pas aller travailler». Mon père, ça a été plus compliqué, mais plus dans le sens d'une différence de génération. Ma sœur, ne l'a pas ma sœur le comprenait par vagues, c'est-à-dire des fois elle me disait: «Oui, tu vis un burn-out» et cetera et des fois elle me disait: bah, moi non plus, j'aimerais pas aller travailler, hein, mais pourtant j'y vais donc bah et toi, tu y vas quand? Vous voyez? Donc ça a été, il y a eu des petites piques comme ça, mais sinon c'est vrai que moi j'ai eu de la chance que ma famille m'a beaucoup soutenue et donc après la conversation avec ce collègue, après avoir vu ma psy, après en avoir parlé, avec ma famille, mes amis, mon entourage et cetera, tout le monde me disait d'aller au prud'homme et que j'avais assez de preuves pour gagner et moi je me suis dit: «Bah écoute, je vais prendre le temps de réfléchir parce que c'est vrai que ça me permettrait en fait de quitter l'entreprise et de tourner la page» et du coup j'en parle à ma psy et elle me dit: «Écoutez, tout le monde veut que vous alliez au prud'homme, mais Soraya, elle veut quoi?» Et je vous assure que j'ai eu un moment de flottement en me disant: «Beh, c'est vrai, en fait, c'est les autres qui me disent: "Va au prud'homme, tu vas gagner"», mais moi, est-ce que j'ai envie d'aller au prud'homme? Et je lui dis: «En fait, moi, tout ce que je veux, c'est tout stopper. Je ne veux plus jamais de ma vie être reliée à eux et je veux que ma manager ne recommence avec personne d'autre et qu'on prenne bien en compte que si je quitte l'entreprise, c'est à cause d'elle». Du coup, je décide donc de lancer une procédure avec la médecine du travail pour, bah, faire reconnaître mon burn-out et pour, quitter l'entreprise. Au même moment, je décide de couper tous les liens avec mes collègues et je continue de faire une activité par jour pour essayer, bah, d'aller mieux jusqu'à mon rendez-vous avec la médecine du travail. Je vois mon médecin traitant et elle me dit: «Ah mais c'est marrant Soraya, tu as l'air d'aller beaucoup mieux». Et je lui dis: «Bah, en fait, je passe tout mon temps à faire des bijoux en perles, ça va beaucoup mieux. Le matin, je me réveille, franchement, j'ai trop hâte de retrouver mes perles, c'était l'activité préférée de mon enfance et tout, j'ai l'impression de retrouver mon enfance». Et elle me dit: «Bah, génial, pourquoi tu crées pas ta marque?» Et je vous assure que je fais tout le trajet retour jusqu'à chez moi en me disant: «Mais pourquoi je créerais pas ma marque?» Mais en même temps, je me dis: «Écoute Soraya, une chose à la fois, déjà, tu vas retrouver le sourire et après tu pourras envisager de créer ta marque». Du coup, je revois ma psy, j'ai mon médecin traitant qui me font des lettres où ils expliquent en fait tout ce qui se passe, tout mon suivi et cetera, que je transmets à la médecine du travail. La médecine du travail s'excuse pour l'entreprise, pour tout ce que j'ai subi. Elle me dit que c'est très, très rare qu'on va jusqu'à la démission et que de toute façon, je devrais prendre le temps nécessaire pour me relever, que je vais y arriver et ils m'ont dit: «Tu verras, dans un an, en fait, tu diras que c'est une histoire passée». Il faut savoir également que la médecine du travail, c'est quelque chose qui fait peur mais la médecine du travail, elle sera toujours de votre côté. C'est-à-dire que la médecine du travail doit faire en sorte que vous alliez mieux. Donc, ils m'ont plusieurs fois, ils m'ont dit: «Mais n'oubliez pas que c'est vous la victime» et c'est vrai, en fait. Sur le coup, leur mot, elle me fait extrêmement du bien. On décide de lancer la procédure pour qu'elle se fasse le plus rapidement possible, mais ils me préviennent que les RH risquent de me mettre des bâtons dans les roues et de nous mettre en difficulté. Bah, devinez quoi? Ce fut le cas. Dans ma tête, j'avais qu'un objectif, c'était être déliée le plus rapidement de cette entreprise. Alors, les RH ont été très forts également, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune preuve écrite. J'ai eu toutes les menaces par téléphone, mais vraiment des belles menaces de envoyez-nous vos arrêts de travail, on ne les prendra plus en compte. On va vous couper votre salaire. Vous aurez des fiches de salaire à 0 €. Votre procédure doit prendre un mois, on prendra le temps qu'il faudra. J'avais plus aucune force de me battre. Ils ont mis plus de 2 mois à faire une procédure en ayant plusieurs relances de ma part puisque j'en avais marre. Ils se sont clairement foutus de moi, mais quand je vous dis qu'ils se sont foutus de moi, c'est-à-dire qu'ils devaient me retrouver un reclassement dans l'entreprise. Ils n'ont pas respecté ce reclassement et donc, pour vous faire une idée, je suis community manager et ils ont voulu me mettre vigile. Quand j'ai reçu la lettre de recommandé et qu'on m'a dit: «Vous serez vigile», je vous assure, je me suis douchée, j'ai pris mes affaires, j'ai fait la route jusqu'à l'entreprise. J'étais en furie, j'étais dans une colère que jamais de ma vie je n'ai ressentie. C'est-à-dire que je suis allée jusqu'en bas du bâtiment parce que je voulais retourner le bâtiment, je voulais retourner les bureaux. Je me suis dit: «C'est pas possible, vous pouvez pas me faire ça, là, c'est la goutte de trop».
Heureusement, je reçois un appel. Je vous assure, sur la route, je reçois un appel et avec cet appel, je fais demi-tour et je rentre chez moi. Au bout de 2 mois et demi, je crois que c'est au bout de 2 mois et demi, j'ai eu rendez-vous. Alors je ne sais plus comment c'est quoi le nom, c'était avec une juriste. J'ai eu rendez-vous avec une juriste pour négocier ma prime de départ. Honnêtement, je suis arrivée à ce rendez-vous, elle m'a dit: «Oui, donc vous aurez cette somme». J'ai dit: «D'accord». Elle-même, elle m'a regardée genre: «Tu négocies pas?» Moi, tout ce que je voulais, c'est ma feuille avec écrit: «Vous ne faites plus partie de l'entreprise». Avoir une prime, des sous, et cetera, non, ça je m'en fous. Aucune somme d'argent ne vaut tout ce qu'ils m'ont fait vivre. Elle me demande si j'ai des questions. Je lui dis: «Bah, en fait, j'aimerais quand même, ça fait 3 mois que je suis pas payée, donc si vraiment vous pouvez me donner mes salaires, s'il vous plaît?» Parce qu'un arrêt de travail est obligatoirement pris en compte. Je crois que 3 jours après, j'avais tous mes salaires qui étaient versés. Une fois que ce rendez-vous passe, je suis déjà une partie de moi est soulagée. Je me dis maintenant c'est une question de jours pour obtenir ma lettre recommandée qui fait que je quitte l'entreprise. On est en octobre 2022 et je vous assure, je me lève le matin à 8 heures et je reste devant ma fenêtre. Franchement, il y a eu beaucoup d'attentes pendant ces 6 mois. Je reste devant ma fenêtre, devant ma baie vitrée, à attendre le facteur. C'est un truc de malade. Pour moi, tous les jours, je me disais, c'est bon, je vais avoir ma lettre recommandée, c'est bon, ça voudrait dire que je quitte l'entreprise. Et je passais mes matinées entières à l'attendre. Et une fois qu'il était passé, que le facteur était passé, j'étais dégoûtée parce que je me disais, bah non, en fait, ce sera que demain. Je me souviens toujours de mon état, franchement, quand le facteur a sonné, que j'ai reçu la lettre, je me souviens que je tremblais. J'ai appelé ma famille en FaceTime et tout, j'aurais dit, c'est bon, je suis libre et tout. Et pour moi, c'est comme si on m'avait libérée d'un poids. C'est comme si d'un seul coup, je respirais de nouveau mieux, rien qu'avec la lettre. Je suis allée au restaurant avec un de mes meilleurs potes et tout. Enfin, j'étais trop heureuse. Je me suis dit, enfin, tout ça est derrière moi. Ce que je fais, c'est que j'envoie un mail d'au revoir à mes collègues et j'obtiendrai quasi pas de réponse puisqu'ils ont décidé de couper ma boîte mail 1 heure après ce mail. Je reçois quelques appels de certains collègues. Concernant mes managers, je ne recevrai donc 0 message, ni de ma N+1, ni de ma N+2, de personne. J'ai, à l'heure actuelle, donc ce que je vous raconte, c'était en octobre 2022. On est en octobre 2024. J'ai toujours mon ordinateur professionnel, j'ai toujours mon téléphone professionnel. Je n'ai vraiment eu aucun au revoir. Vous voyez, déjà, je savais qu'il ne me respectait pas, mais là, je crois que ça a été le summum. C'est-à-dire, genre, t'as pas existé. Enfin, je sais que c'est une collègue qui est partie vider mon casier parce que je voulais plus remettre un pied là-bas. Donc, elle est partie vider mon casier. Et dans ma tête, pour définitivement clore ce chapitre, j'avais besoin de 2 choses. Premièrement, dire tout ce que je ressens à ma manager. Et la deuxième chose, j'avais besoin de prendre du temps, rien que pour moi, mais toute seule. Donc j'ai obtenu mon solde de tout compte, j'ai eu tous mes papiers de clôture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un billet d'avion et le lendemain, j'étais en Espagne. Solo. Ça a été mes premières vacances seule. Je suis partie pendant une semaine. Ça a été honnêtement l'un des meilleurs voyages de ma vie, si ce n'est le meilleur voyage de ma vie. J'ai pu prendre du temps pour moi, j'ai pu aller à mon rythme, j'ai pu réfléchir sur tout ce qui s'est passé, j'ai pu réfléchir à l'avenir, j'ai pu prendre du recul. Ça a été l'une des meilleures semaines de ma vie. Et donc, comme je vous ai dit, j'avais besoin de dire tout ce que je ressentais à ma manager. Ce que j'ai fait, c'est que avant de monter dans l'avion, j'ai envoyé à ma manager avec mon adresse mail perso sur son adresse mail pro, un message, un long message que j'avais d'ailleurs fait lire à ma psy. Et j'attendais aucune réponse de sa part, mais j'avais juste besoin d'évacuer. Je n'ai eu aucune réponse de sa part, je ne m'attendais à aucune réponse de sa part, mais ça m'a fait un bien fou. Après ma démission, du coup, j'ai continué mes séances chez la psychologue parce que on ne guérit pas du jour au lendemain. Donc j'allais beaucoup mieux, mais j'avais encore besoin de parler, de régler mon rapport au travail. Et donc, ce que je décide de faire, en janvier 2023, je crée donc ma marque de bijoux en perles. Mais c'est un truc incroyable, c'est-à-dire que mon médecin traitant, quand il m'a dit ça au mois de juillet, en janvier, je créais ma marque de bijoux en perles. Et si on m'avait dit, oui, écoute, tu quitteras ton entreprise pour créer ta marque de bijoux en perles, je ne l'aurais jamais cru de ma vie. Je n'étais pas prête, je n'avais pas l'envie de retourner en entreprise et je décide donc de consacrer 100% de mon temps
à ma marque de bijoux en perles. Je retrouve le sourire. J'ai encore un peu de mal avec ma famille qui me demande quand est-ce que je vais retrouver un travail alors que j'ai un travail vu que je crée ma marque de bijoux. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de différences de génération, donc ça a été très compliqué, notamment de la part de mon père qui me disait mais pourquoi tu gâches ta vie comme ça? Ça a été assez violent pour moi, donc j'avais encore besoin de quelques séances de psy. Et en fait, j'avais envie aussi d'aborder avec vous, c'est qu'il y a aussi tout ce rapport au burn-out, c'est-à-dire que souvent on dit ouais, j'ai fait un burn-out, etc. Mais il y a aussi toute la partie pour se relever. Je m'en souviens que moi j'avais dit à ma psy, comment est-ce que je peux savoir quand est-ce que je serai réellement guérie du burn-out? Et elle m'a dit, normalement, en fait, c'est que on est guéri du burn-out quand on arrive à retourner en entreprise. Mais que pour moi, c'était différent puisque dans ma vie, je n'avais jamais eu envie de travailler en entreprise. J'ai enchaîné que des mauvaises expériences en entreprise. Et du coup, que ça, pour certaines personnes, ça allait prendre 2 mois, comme ça, il y en a, ça va prendre plusieurs années, en fait, à retourner en entreprise. Il y a tout un travail à faire, retrouver confiance, se dire que, enfin, moi, j'ai beaucoup encore de crises d'angoisse quand je repense à l'entreprise. Et je lui disais, mais moi, en fait, je pensais que je serais guérie du burn-out le jour où je pourrais en parler sans pleurer ou sans être émue. Et elle me disait que le burn-out, c'est tellement quelque chose qui a compté pour moi. Ça a été une douloureuse épreuve que j'en parlerai toujours avec une certaine émotion. Et que même si ça se trouve, dans 10 ans, je continuerai à en parler en pleurant. On a toute une approche de se dire, oui, mais quand même, moi je l'ai entendu de la part de ma famille, et les différences de génération, comme je dis, mais par exemple, oui, mais quand même, t'as un salaire fixe, t'as des primes, pourquoi tu fais ce caprice? C'est pas un caprice en fait. Croyez-moi, moi quand je me revois à ne pas réussir à me lever le matin ou à aller au travail avec une boule au ventre, ou juste à retarder mon réveil, c'est vraiment pas une vie, c'est pas normal de ressentir ça si tu vas au travail. Notre travail, il faut savoir qu'on passe nos journées entières au travail. T'imagines si tu te sens mal dans cet environnement? Moi, j'ai eu des phrases, moi, il y a des phrases qui m'ont extrêmement blessée. Je sais que par exemple, quand j'ai eu mon solde de tout compte et que j'ai eu ma prime, etc., on m'a dit, bah, ça vaut le coup de faire un burn-out. D'où avoir une somme d'argent, ça vaut le coup d'avoir une santé mentale aussi mauvaise. Je m'en souviens également que quand j'ai eu un rendez-vous médical et qu'elle me disait, mais vous étiez pas community manager avant? Je dis, bah si, mais j'ai fait un burn-out. Elle m'a dit, oh, c'est tellement la tendance en ce moment. Bah croyez-moi, je me serais bien passé cette tendance en fait. Il y a eu aussi tout un truc où, bah, du coup, moi, il y a des anciens collègues que je revoyais encore après mon burn-out. Et du coup, quand on croisait des collègues, ils me disaient, mais en fait, Soraya, je suis dans la merde, on vient de me croiser avec toi. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va savoir que je te vois. Ah non, 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 ça va encore parler sur moi. Et j'étais là, mais en fait, je suis pas la peste. Enfin, je sais pas si la personne, elle se rend compte de ce qu'elle est en train de dire. Là, elle est en train de dire, je veux pas qu'on me voit en ta présence. Mais vous êtes malade ou quoi? Pareil, 2 ans plus tard, toutes mes vues LinkedIn, ce sont des vues d'anciens collègues. Et ça, c'est un truc que je comprends pas parce que ça fait 2 ans que je suis partie. Donc pour moi, il a fallu me reconstruire sur tout ce que j'avais vécu, apprendre un nouveau métier parce que j'étais du coup créatrice de bijoux en perles, avoir du courage pour faire face à certaines remarques désobligeantes. Et quand j'ai créé ma marque, j'ai tout appris sur le tas, j'ai retrouvé ma confiance, je me dis que j'avais pris la bonne décision. Ça a été difficile également avec le syndrome de l'imposteur. J'ai eu beaucoup de difficultés. Quand tu crées ta marque de bijoux en perles, moi par exemple, j'ai appris un tout nouveau métier. Donc, je faisais mes premiers marchés créateurs pour vendre mes bijoux. Je passais des journées entières au début sans vendre un seul bijou. Parfois, j'avais même pas un regard, même pas un bonjour quand j'allais dans les lieux de vente. Et je me disais, mais Soraya, peut-être que tes parents, ils ont raison, t'as quitté un CDI, un salaire fixe, pour au final galérer. Mais en même temps, ça me rendait tellement heureuse de vivre une nouvelle aventure. Alors depuis janvier 2023, j'ai rien lâché pour ma marque. J'ai travaillé jour et nuit comme je le voulais. Je connais désormais mon rapport au travail, ce qui me rend heureuse. Peu importe si ce n'est pas un métier lambda. Je sais faire des pauses sans culpabiliser. Je sais que mon activité, elle va être intense en décembre. Je sais également qu'en décembre, je n'ai aucune vie sociale. Et je sais également que, par exemple, au mois de janvier, mon activité est plus calme. Et du coup, je vais pas travailler parce que j'ai le droit de me reposer. J'ai le droit de prendre du temps pour moi et je n'ai pas à culpabiliser pour ça. Je travaille tous les week-ends sur des marchés créateurs. Qu'il pleuve, fasse du vent, la canicule, la neige. J'ai même passé 3 jours dans un chalet en plein hiver, sans chauffage,
pour vendre mes créations. Je porte une valise de 17 kilos dans les transports en commun et même que ma valise ne roule pas sur du verglas. Ça a été galère. J'ai enchaîné 15 marchés de Noël. J'ai été de nombreuses fois à découvert parce que je n'ai aucun salaire fixe. Je suis partie une seule fois en vacances en 2 ans. C'est des sacrifices énormes. Je ne peux jamais rien prévoir, mais le matin, vous savez quoi? Je me lève avec le sourire. Oh merde! Et je vous assure que c'est tout ce qui compte. Bon, on va essayer de se ressaisir. Si je devais retourner en arrière, je ferais exactement la même chose parce que je sais que j'aurais pu négocier une meilleure prime, mais honnêtement, aucune somme d'argent ne vaut ce que j'ai vécu. J'aurais certainement gagné également au prud'homme, mais je n'en avais absolument pas la force. Parfois, je me dis que peut-être au lieu d'être mise en arrêt, j'aurais pu directement contacter les syndicats, mais honnêtement, j'aurais continué à évoluer dans un endroit tellement néfaste. Et j'adore tellement ma vie maintenant, parce que je connais mes limites et ça a été une belle leçon. Alors non, il n'est pas normal de repousser son réveil au maximum, ni d'avoir une boule au ventre en se rendant au travail. Ce n'est pas normal non plus de redouter chaque réunion avec sa manager en se demandant quel reproche viendra cette fois-ci. Le burn-out, c'est la conséquence d'un mauvais management. Point final. Il n'y a pas d'autre explication. Et il n'y a aucune raison de culpabiliser ou de se remettre en question, car ce n'est pas de notre faute. Alors si tu vis la même chose, sache que tu n'es pas la seule, tu n'es pas folle. Chaque personne mérite le respect. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule dans ce que tu traverses. Le burn-out, c'est une épreuve difficile, on s'en remet, et cela ne remet absolument pas en question ta valeur ou tes compétences. Prends le temps qu'il te faut pour te reconstruire à ton rythme. Ce chemin peut te sembler long, mais tu vas t'en sortir un jour après l'autre, petit pas par petit pas. Même les jours où tout semble flou, rappelle-toi que ta force est en toi et que petit à petit, tu vas retrouver ton équilibre. En tout cas, sache que je suis avec toi, que je t'envoie tout mon courage et toutes mes bonnes ondes, que tu vas te relever et encore plus forte. Parce que crois-moi, moi je n'aurais jamais cru avoir cette vie et pourtant maintenant je l'adore. Alors je sais que je dois être plus gentille envers moi-même, que le burn-out n'est pas ma faute. Il est juste le résultat d'un mauvais management. Et ça, je veux vraiment que tu le prennes en compte. Parce que il faut arrêter de se dire « Ouais, mais si j'avais agi de cette façon, si j'avais fait ça, si j'avais dit telle parole... » Non, ce n'est pas ta faute, c'est la faute du mauvais management, c'est tout. Et tu n'as absolument pas à te remettre en question ou à te refaire tous les scénarios possibles ou inimaginables. Ce n'est pas ta faute. Alors je viens de te livrer mon expérience. C'est très bizarre pour moi parce que je me rends compte que je me livre jamais autant à cœur ouvert. Je t'ai raconté tout ce que j'ai vécu avec le cœur. Si tu as des questions ou si à ton tour tu veux te confier sur ton burn-out, tu peux m'écrire parce que ça me ferait super plaisir d'échanger avec toi. Et crois-moi, on se relève. Tu peux aimer, partager, noter ce podcast, ça m'aiderait beaucoup. Et puis nous, on se retrouve un mercredi sur 2 sur le podcast Devenir adulte et tous les jours sur Instagram. Et moi, en attendant, je te fais plein de poutous et merci de m'avoir écouté parce que vraiment, je me rends compte que c'est très très rare que je me livre autant. Plein de poutous.